développement. Pourquoi on a intérêt à l'intégrer dans notre tourisme et puis je terminerai par exposer le cas Jabal Judo avec qui nous démarrons donc, ce projet de mise en place de la RSE. Alors, RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est le Corporate Social Responsibility en anglais. C'est un thème nouveau, c'est un concept nouveau, et donc c'est un concept avec un langage nouveau. L'éthique, l'équité, la transparence, la légalité, la redevabilité, le commerce équitable, l'achat responsable, autant de notions nouvelles, mais pour rapprocher ça du tourisme, on parle aujourd'hui du tourisme solidaire, du tourisme équitable, du tourisme écolo, du tourisme social, et bien d'autres. Et certains dans le secteur nous diront, parler de RSE aujourd'hui, c'est bien, mais est-ce la priorité? On a d'autres chats à fouetter, il y a vraiment, en ce moment, matière à faire avec un secteur en souffrance depuis quelques années. Moi je dis, si on n'a pas une vision à moyen terme, travailler sur l'unitaire uniquement, il y a des risques. Il y a des risques pourquoi? Parce que tout simplement, si je vous montre un sondage qui a été fait en 2012 en France, qui dit que 19% des Français ont déjà fait au moins un voyage responsable après avoir pris connaissance d'une de ces définitions. Je vais vous montrer un certain nombre d'autres enquêtes en Europe qui traduisent cette évolution aujourd'hui. Mais revenons sur cette notion nouvelle, qui est la RSE. La RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. On est obligé de revenir sur les définitions. La RSE, c'est donc ce nouveau concept qui pousse ou qui demande de manière volontaire à l'entreprise d'intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur manière de fonctionner, dans leurs activités, mais aussi dans les interactions qu'elles ont avec les parties prenantes. La RSE, c'est en fait la traduction ou la déclinaison dans l'entreprise du concept de développement durable. On en a beaucoup parlé. La RSE aujourd'hui, c'est la traduction opérationnelle dans l'entreprise. Alors, je rappelle que le développement durable, c'est ce concept qui est défini en 87 dans le rapport Brundtland Plan, qui dit que le développement durable, c'est ce développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors c'est en 92 au sommet de Rio où on a fait le rapprochement avec le développement durable dans l'activité touristique. Et on a dit que l'objectif du développement touristique durable est de rendre compatible l'amélioration des conditions environnementales et sociales qui résultent du développement touristique avec le maintien des capacités de développement pour les générations futures. Et depuis, on a vu se développer ce qu'on a appelé le tourisme alternatif, avec le tourisme solidaire, le tourisme social, le tourisme écolo, ou l'écotourisme, le plus connu certainement, qui va cibler beaucoup plus donc, des clients qui veulent observer, apprécier la nature, alors que dans le tourisme solidaire, on va beaucoup plus encourager le développement dans les localités ou les lieux qu'on visite de projets socio-économiques. Une partie, dans le tourisme solidaire, une partie du prix du voyage peut aller pour effectivement des projets de réhabilitation ou des projets sociaux dans les localités ou les lieux qu'on visite. Alors que le tourisme social, lui, va beaucoup plus cibler une frange de la population qui n'a pas forcément un accès facile à l'activité touristique. Donc ça va être beaucoup plus des enfants, des familles, des retraités à faible revenu ou des personnes donc, à capacité restreinte. Donc en général, pour ce cas de figure, il y a des ONG qui vont effectivement faire de la collecte de fonds
pour aider donc ce type de clientèle à accéder, donc on parle d'accessibilité, d'accès à une frange de la population, donc au tourisme tout simplement. Et puis, on parle aussi de plus en plus du tourisme équitable. Dans le tourisme équitable, curieusement, les tours opérateurs vont demander à leurs clients de ne pas trop marchander. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est plutôt le contraire. On sait que c'est plutôt les instructions contraires qui sont données, surtout quand on va au souk de la Médina. Mais dans un tourisme équitable, en général, c'est les producteurs qui vont vendre directement leurs produits. Et donc ce n'est pas des revendeurs. Dans le tourisme équitable, on va effectivement encourager la relation directe entre le visiteur, entre le voyageur, entre le touriste et la communauté locale qui produit. Il y a d'autres formes de tourisme, on parle aussi de tourisme rural, etc. Aujourd'hui, pour faire le lien avec le tourisme, on va dire que ces initiatives s'affichent sur le net. De plus en plus, toutes ces initiatives sont affichées sur le net. Soit par les tours opérateurs eux-mêmes, soit par des ONG. Et en Tunisie, ça commence. On est au tout début. Mais on a eu le premier week-end du tourisme alternatif il y a 2 ans au village Kef. 1001 Tunisie ne cesse de développer ce concept et d'afficher ces initiatives. Eh bien, la Tunisie, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vrai que le tourisme est un secteur essentiel de l'économie, que en direct c'est 450 000 emplois, en indirect c'est 2 millions d'emplois, il y a une chute qu'on a connue et c'est tout à fait normal ces dernières années. Il y a de bonnes prévisions pour 2014, mais ça n'empêche qu'il y a intérêt dans notre stratégie d'intégrer effectivement la RSE dans le tourisme tunisien. Pourquoi? Parce que là, je reviens à une enquête qui a été faite en Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne est le 3e pays client de la Tunisie en matière de tourisme, du moins en nombre de nuitées. Une enquête qui a été faite sur 20% des ménages grands voyageurs en Allemagne a montré que des critères comme le social, l'écologique, l'éco-construction étaient des critères importants aujourd'hui dans le choix de la destination et que ces ménages interviewés sont prêts à payer 8% en moyenne de plus que pour des destinations où ces critères-là n'étaient pas des critères mis en valeur. Donc c'est aujourd'hui quand même un critère ou des données ou une enquête à prendre en considération. De plus en plus, les tours opérateurs organisent leur propre programme de responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, et s'il y a des hôteliers parmi nous, savent très bien que de plus en plus, ils sont audités sur leur performance sociale et leur performance environnementale. Et d'ailleurs, de plus en plus, ces critères-là sont liés, on va les retrouver un peu dans les contrats entre hôteliers et tour opérateurs. Je pense à Green Globe, à la Clé Verte, à Travel Life, qui sont aujourd'hui des standards développés par le secteur. Le Travel Life permet de donner des certifications comme une certification Travel Life Bronze, Silver et Gold, et que le Travel Life aujourd'hui s'applique aussi bien pour les hôtels que pour les agences de voyage et en fait, ça concerne aujourd'hui tout le secteur. Les ONG aussi s'impliquent. Alors, il y a 2 types d'ONG. Il y a des ONG qui vont s'impliquer de manière directe sur les marchés du tourisme.
Et donc on a le cas de Travel Foundation qui est une ONG anglaise, qui a déjà choisi un certain nombre de pays, dans le Maroc, l'Afrique du Sud, la Turquie. En Turquie, ils sont en train d'aider les agriculteurs à mettre en valeur leurs produits. Et on a d'autres qui, elles, sont beaucoup plus focalisées sur la médiatisation des mauvaises pratiques au niveau du tourisme. Okay, donc, il y a deux cas d'ONG. Et donc, c'est à prendre en considération aussi dans les stratégies nationales. Alors, une autre, pour revenir un peu à l'enquête chez les Allemands, faite par JFK, une question a été posée par rapport aux destinations traditionnelles balnéaires, ce qu'on appelle Classical Beach Destination. Et on voit que de moins en moins, parce qu'en fait, le rouge et l'orangé, c'est des pays qui donnent, en fait, pour qui la destination balnéaire est toujours aussi importante qu'avant. Alors que les pays européens en vert et en jaune, c'est plutôt vers la tendance où on est de plus en plus sur des critères de performance sociale et environnementale, et que la partie balnéaire, tout simplement, n'est pas forcément le critère aujourd'hui de choix. Alors, une autre enquête a été faite par le groupe Accor en 2011, avec donc la question suivante: quelles actions de développement durable vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à l'hôtellerie? Les réponses ont été la consommation d'eau, ou la surconsommation d'eau, la surconsommation d'énergie, la génération de déchets et la protection de l'environnement. Et lorsque on a poussé donc avec des réponses orientées, la protection de l'enfance, c'est aussi un critère qui a été mis en évidence. Alors, une autre question a été posée lors de cette enquête, c'est: quand vous choisissez un hôtel, le développement durable est-il un critère que vous prenez en considération? Et on voit très bien que, en moyenne, on est à peu près dans les 51% de oui. Par rapport à un ensemble de pays, dans l'Angleterre, la France, la Chine, le Brésil, l'Australie et l'Allemagne. Une autre question qui a été posée, c'est: est-ce que vous acceptez facilement l'idée qu'il puisse être un peu plus cher? Et là, c'est 66% qui disent oui, on accepte, en moyenne bien sûr, que ce soit un peu plus cher. Alors, pourquoi les hôtels devraient donc s'engager dans la RSE? Tout simplement parce que c'est une évolution au niveau mondial, on le voit à travers toutes ces enquêtes. Mais c'est aussi pour anticiper les risques sociaux et améliorer la motivation du personnel. On sait très bien qu'un personnel satisfait impacte automatiquement aujourd'hui la satisfaction du client. C'est pour réduire aussi les coûts des consommations et c'est pour devenir un fournisseur de choix, notamment pour les tours opérateurs. Alors, maintenant, chez Travel to Do, il ne reste pas beaucoup de temps, on vient de lancer une démarche RSE. Et quand on dit une démarche, donc elle est structurée en étapes. On a commencé avec un diagnostic qui est en cours pour définir derrière les stratégies et les engagements, notamment les engagements en matière de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale. On va lancer tout un programme d'action. On va communiquer avec toutes les parties prenantes sur cette démarche et notamment sur les engagements. On va mesurer et piloter les progrès réalisés. Et nous allons communiquer en interne et en externe sur les progrès. Alors, dans cette démarche, une composante est extrêmement importante, c'est la composante partie prenante. Les parties prenantes, c'est tous ceux qui ont un intérêt que l'entreprise adopte effectivement, de façon directe et indirecte, ces critères de responsabilité sociétale. Donc, il y a beaucoup d'intervenants. Et on est dans l'obligation, dans le cadre d'une démarche RSE, d'identifier les attentes de chaque partie prenante et de voir comment se situe la relation avec elle actuellement et qu'est-ce qu'on voudrait développer. Donc on voit un peu l'importance de la partie prenante et la contre-performance actuelle dans la relation pour bâtir un plan d'action. Et je peux déjà vous dire qu'à Travel to Do,
On est déjà sur des actions ou des manifestations et on essaie de couvrir un peu l'ensemble des régions de la Tunisie, notamment les régions de l'intérieur. Et Sita pourrait le confirmer, certaines des actions à l'intérieur ne sont pas forcément rentables. Donc en fait, on est toujours dans le cadre de ce tourisme solidaire. Et ça n'est que le début de la démarche. Alors, le résultat attendu par cette démarche, c'est une feuille de route sur 2 ans qui va effectivement engager toute l'entreprise avec une meilleure compréhension et adaptation des enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, une mobilisation transversale de tous les collaborateurs, un facteur d'anticipation des risques et de différenciation, une opportunité pour développer la communication externe et bien sûr l'image de l'entreprise. On va se baser sur un certain nombre de référentiels internationaux. Et pour faire le lien avec le e-tourisme, il y a des projets, qui sont toujours au stade de projet, pour effectivement développer un système de notation sur le web des hôtels partenaires, fait par les clients, mais basé sur des critères de performance de RSE, notamment de performance environnementale, avec éventuellement une présentation des bonnes et mauvaises pratiques vues par les clients de l'hôtel, et pourquoi pas un portail web sur l'échange d'expériences sur les bonnes pratiques RSE au niveau des hôtels partenaires. J'ai parlé de communication. Il y a quelques années, on communiquait avec cette image. Aujourd'hui, avec la RSE, on ne peut plus communiquer avec. Pourquoi? Tout simplement parce que ça sous-entend une exploitation de l'enfant et donc un problème social grave. Il y a des sous-entendus dans cette image, malheureusement. Ça a marché pendant quelques années. Maintenant, avec la CSR, la RSE qui se développe, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, voilà la communication qu'il faut développer. Vous avez, chers clients, changé. La Tunisie a changé aussi. Et il faudra développer le reste, le tourisme alternatif, en parallèle, bien sûr. Et pour terminer, j'aurais pu, à la place de Mike Giannini, mettre Sita Asadi pour dire take great care of your employees and they will take great care of your customers. Mais quand même, c'est Mike Giannini qui l'a dit, qui est le Executive Vice President of Marriott International Company. Voilà, je vous remercie. Dévoilé que 66% des personnes interrogées étaient d'accord pour payer plus cher à 6 jours dans une période sur destination, à condition que ce soit une destination RSE. Je pense que là, c'est du théorique. Connaissant, je crois, aujourd'hui, les négociations tarifaires qui se passent avec les tour opérateurs, avec tous les intervenants de la chaîne touristique, je crois que là, ça ne constitue certainement qu'une petite minorité, même si je partage votre avis sur le fait qu'en Europe, la tendance vers ce tourisme solidaire et vers ce tourisme sociétal est en pleine croissance. Alors, puisque le sujet de cette journée, c'est le e-tourisme, je crois qu'il y a un rapport logique entre les deux thématiques que l'on pourrait nouer, que l'on pourrait lier. Je crois que des occasions justement de mettre en valeur toutes les initiatives qui pourraient être prises par un hôtel lambda sur Jaffa, pour prendre un exemple, qui serait mise en avant en ligne, serait un atout supplémentaire de vente pour cet hôtel et pourquoi pas en faveur de la destination. Et d'ailleurs, j'apprécie aussi votre approche au niveau de la communication. Vous soumettez une nouvelle vision, un nouvel angle peut-être qui devrait inciter les stratèges de l'ONCP ou bien leur agence de communication attitrée peut-être à revoir les choses d'une manière différente. Merci. Merci. Alors, pour revenir sur l'enquête, vous avez tout à fait raison, j'ai certainement fait une petite émission. En fait, les 66%, c'est en fait le pourcentage enquêté, ça a été donc, les clients du groupe Accor intéressés par la RSE déjà. Vous voyez, donc ça change tout. Hein. Mais c'est quand même une tranche qui se développe. Il y a une évolution qui est certaine. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensibilisé sur les performances
environnementale surtout, en premier lieu, mais aussi de plus en plus sur les performances sociales. Donc, effectivement, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tous les acteurs dans le secteur touristique mettent en évidence ces performances. Okay. On n'attend pas effectivement que les tours opérateurs nous imposent leurs critères, il faut anticiper aujourd'hui. Il ne faut pas regarder uniquement les problématiques actuelles, il y en a, mais il faut se définir une vision à moyen terme. Et je pense qu'avec la démarche d'Abdou et certainement on va impliquer des hôtels partenaires qui seraient volontaires dans la démarche pour essayer d'engager un projet pilote qui permettrait, si on pourrait toujours aussi communiquer dessus après, et pour effectivement, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, et ça je le dis, le client choisit sa destination à travers le net. Et donc il faut mettre en évidence cette performance aujourd'hui. Pas uniquement la belle plage ou les aspects, on va dire, classiques, mais aussi, et de plus en plus, quelque chose qui vient en complément des acquis existants. Bien, merci. Le concept du programme RSE se base sur un même mot qui est la transparence. Or, comment voulez-vous appliquer en Tunisie un programme RSE où plus de 50% de l'économie, c'est l'économie parallèle, où la double comptabilité, n'est-ce pas, et de règles avec une complicité pénale comme ils se rencontrent, où le respect du code de travail, n'est-ce pas, et de la convention collective est très aléatoire. N'est-ce pas? Je pense, est-ce que c'est possible de concilier, n'est-ce pas, le programme RSE avec, n'est-ce pas, la réalité de ceci? Alors, deuxième approche, vous avez parlé, est-ce qu'on... Juste parce que, alors, je vais quand même répondre à la première question par le ministre. Était-il temps de démarrer? Bon, on doit se dire qu'il y a un blocage qui est effectivement le marché parallèle, mais je vais donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, combien d'hôtels en Tunisie, on va trouver des boutiques qui vendent des montres à 20 dinars ou des casquettes à 10 dinars qui proviennent de Chine. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été fabriqué. Donc, vous voyez, je réponds à vos questions par la première question. Il faudra peut-être démarrer par des petits pas. Des petits pas, ça serait de ne pas acheter dans les hôtels aujourd'hui une montre à 20 dinars qui est made in China, mais aller acheter la chéchée à 2 dinars. C'est un détail. Ne pensez-vous pas qu'on commencer par exemple par la transparence, dans la comptabilité, dans la gestion, dans les finances, dans la gestion des ressources humaines. C'est ça la base du programme RSE. D'accord. Alors, je veux vous dire, la RSE c'est transversal. Il y a plein de principes qui sont pas forcément, qui sont aujourd'hui nouveaux pour nous. Le premier principe, c'est le principe de la légalité. Il faut être conforme à la réglementation. Les temps, on ne sait pas encore. Il va falloir faire cet effort d'effectivement se mettre déjà en conformité par rapport à la réglementation. C'est le premier pas, je dirais. Okay. Avant de parler de transparence, avant de parler d'autres principes comme la redevabilité, on est redevable. Un hôtel aujourd'hui est redevable vis-à-vis de son environnement par rapport aux activités qu'il fait, par rapport aux déchets qu'il génère, par rapport à l'aérage aussi. C'est un volet extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai terminé avec cette diapo, pour dire qu'effectivement, lorsqu'on prend en compte, quand on prend soin de nos employés, automatiquement derrière les employés, surtout dans le service, on prend soin de nos employés. Juste la deuxième question de la RSE et le tourisme d'abord. Je crois que ce sont peut-être deux notions totalement différentes, complémentaires, totalement différentes. Le tourisme durable est essentiellement basé sur l'environnement, n'est-ce pas?
alors que le tourisme, la RSE est basée sur la transparence, n'est-ce pas, et la légalité, comme on l'a dit. Vous avez cité l'exemple du travail, mais ne pensez-vous pas que peut-être pour aller au-delà du travail, qui est un modèle suisse, et que la certification USO, 9 000, 14 000, 18 000, 20 000, est beaucoup plus internationale et beaucoup plus reconnue que, par exemple, le travail, comme j'ai dit, qui est essentiellement suisse. Alors, Travel Life aujourd'hui a été ajouté par pas mal de tours opérateurs. Okay, il y a des composantes sociales, il y a des composantes environnementales. Donc, je dirais, c'est beaucoup plus global que si on prenait des référentiels comme l'ISO 14001 qui va focaliser beaucoup plus sur l'environnement, ou la ISA 8000 qui va beaucoup plus focaliser sur le social, qui n'est pas encore suffisamment développé en Tunisie, bien que la Tunisie aujourd'hui est le pays africain où il y a le plus d'entreprises certifiées pour la responsabilité sociale, pas sociétale. Dans le durable, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la relation qu'on va développer avec la communauté locale. Vous voyez? Donc ce n'est pas forcément que l'environnement, parce que quand on pense environnement, on pense plutôt à la génération des déchets, à l'émission des gaz à effet de serre, à la pollution de l'eau, etc. Vous voyez? Alors, la RSE, ça s'applique à l'entreprise, c'est la responsabilité sociale pour l'entreprise. Le tourisme durable, ça s'applique finalement à un pays, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la RSE, c'est pas toute la transparence, c'est beaucoup plus, je dirais, il y a beaucoup plus de critères que ça. Donc, il y a un lien très fort, parce que la RSE concerne l'entreprise, c'est la manière avec laquelle nous allons réellement décliner le durable dans le mode de management de l'entreprise. Vous voyez? Moi, je vais me faire le porte-parole des sceptiques. Une entreprise, d'abord, elle est faite pour gagner de l'argent. Et j'ai l'impression, avec certains discours comme ça, RSE, alternative, etc., les hôtels tunisiens, par exemple, ils font de l'économie d'énergie parce qu'ils y gagnent de l'argent. Ils font de l'économie d'eau parce qu'ils y gagnent de l'argent. Ils font de l'énergie solaire, ils y gagnent de l'argent. Si je prends à Djerba, par exemple, la seule enseigne qui soutient les agriculteurs qui utilisent les méthodes traditionnelles d'agriculture, ce n'est pas des Tunisiens, c'est une chaîne étrangère. Parce que les Tunisiens ne sont pas complètement obligés de gagner de l'argent. Alors c'est un truc qui nous intéresse, donc de préservation, etc. Donc, même dans la présentation que j'ai entendue là, pour passer l'étape de gadget marketing, de l'approche RSE, etc., qu'est-ce qu'on y gagne en tant que, par exemple, même le tourisme alternatif? Est-ce que c'est une culture diffuse qui doit être chez tout le monde ou bien un produit à part? Et là, le débat, il existe toujours en Tunisie. Qu'est-ce qu'on y gagne justement? Ne pas s'écarter de cette finalité première et légitime de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Alors, c'est vrai que la question est pertinente. Est-ce qu'on gagne de l'argent en faisant de la RSE? Pas vraiment. Mais là aussi, je répondrai par une question. Je dirais, c'est vrai que les entreprises aujourd'hui s'intéressent à la performance énergétique parce que ça permet de réduire les coûts. Mais est-ce qu'elles ont, notamment les hôtels, et on sait très bien que beaucoup d'hôtels ont connu beaucoup de problèmes sociaux depuis 2-3 ans. Peut-être que ces hôtels se sont intéressés aux critères de performance environnementale et énergétique, mais elles ont peut-être mis de côté une partie prenante qui est importante, qui sont les ressources humaines. Donc aujourd'hui, c'est difficilement chiffrable, mais moi je peux vous dire, parce qu'on a assisté, pas des hôtels, mais plutôt des entreprises industrielles dans les certifications sociales, et ce sont des entreprises qui n'ont pas connu, je vais aussi quand même quelques heures d'arrêt le 17 janvier 2011, mais c'est des entreprises qui n'ont pas du tout connu des problèmes sociaux, parce qu'ils ont mis en place depuis quelques années, depuis 2017-2008, des systèmes de management social. Merci Sylvia Frani.
Je rappelle, la question ne doit pas dépasser plus ou moins une notion, sinon on va déraper avec un nombre d'intervenants, et la réponse qui est ne doit pas dépasser 2 minutes. Oui. Donc, je souhaite la bienvenue, c'est Ahmed Smaïl. Ravi, c'est Ahmed. Aussi, Sidi Metlet, donc c'est l'ancien ministre au transport, c'est l'ancien ministre au tourisme, aussi Elias Farfer, donc la programme de la et l'appel c'est Qaïs Seleni, donc CEO Discovery Informatique SA et président de la Fédération nationale d'éthique. Alors, vas-y, Qaïs.